présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans le 27e épisode du TSLH Podcast. Cet épisode a été enregistré le soir même de la date limite des transactions. Donc le marché s'est fermé à 15h cet après-midi. Puis on s'est réunis pour un épisode en soirée qu'on vous offre sur toutes les plateformes, soit Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Spreaker, Amazon, iHeartRadio, on est partout. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à tourner cet épisode-là. Pour vrai, on est revenu sur les transactions qui se sont déroulées la journée du 12 avril. Puis on a pas mal bifurqué sur le dossier Cole Caulfield. Un dossier qui est très polarisant au niveau des opinions des gens. On en a parlé pendant de longues minutes. On avait clairement des choses à mettre au clair. Puis ça a été fait. Puis on se sent bien maintenant. Donc c'est dit, c'est enregistré, ça vous est offert. Si vous voulez en jaser, si jamais vous avez des opinions différentes concernant les transactions, mais aussi sur le dossier Caulfield, parce que c'est quand même un dossier qui vient soulever les débats depuis les derniers temps. Venez nous en jaser sur notre groupe Discord. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez toujours commenter, poser vos questions à nos chroniqueurs. On va vous répondre le plus rapidement possible. On est quelques membres dessus. Donc avant de vous laisser à cet excellent épisode de podcast, je vous rappelle que nos profils d'espoir du repêchage 2021 ont commencé à être diffusés sur notre chaîne YouTube. C'est des vidéos commentées par notre chroniqueur Pascal qui vous offre des analyses complètes pour les espoirs du prochain repêchage. Également sur le site web de toutsurlehockey.com, vous pouvez trouver les profils écrits avec les vidéos commentées. Donc, abonnez-vous sur nos différentes plateformes, que ce soit podcast ou notre site web, sur notre compte Twitter de Tout sur le Hockey. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce que maintenant que la date limite des transactions est passée, on se lance vraiment sur le contenu repêchage. Donc, merci de votre écoute et bon podcast tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast. Aujourd'hui, spécial date limite des échanges. Matt, ça ne tentait pas de faire une intro. J'ai dit, Matt, je vais en faire une intro. Donc maintenant, je sais pas de quoi on va parler, donc je te laisse la parole pour les sujets du jour. Ben, en fait, c'est juste parce que ça fait 5 minutes qu'on enregistre. Puis on a tellement été vulgaire dans ces 5 minutes-là qu'il n'y a absolument rien à retenir au montage. Fait qu'on se trouvait une façon d'aborder le début de l'épisode. Puis finalement, ben c'est ça, on va le débuter. Fait que journée des échanges terminée. Ça a été une journée assez tranquille sur le plan des transactions. J'ai pas compté le nombre total depuis hier, mais est-ce que ça se pourrait que ce soit genre une quinzaine à peu près? Je dirais 12, 13, moi. Je suis peut-être trop... mais c'était parce pas... que là, je pense, j'ai vu de quoi passer sur Twitter, je pense qu'on était dans le plus bas nombre de transactions dans les 8 dernières saisons. Puis pour le nombre de joueurs impliqués, c'était le plus bas nombre depuis 20 saisons. Ça, je l'ai vu passer, mais les nombres exacts, je m'en souviens pas. Là. Fait que ça a été une journée assez tranquille. Tu sais, jusqu'à 15 heures, on avait quoi? 5 peut-être? 5, 6? Ouais, on en avait 5 aujourd'hui. Jusqu'à 15 heures, puis après ça, ça a déboulé. C'est sûr que là, il y a eu plusieurs transactions qui se sont passées la veille. Notamment Taylor Hall pendant que Max était couché. Hey, ça n'a pas de bon sens. Rappelle-moi le pas.
Ah. Une chance qu'on veillait au grain, même l'heure tardive, là, parce que il y a eu des transactions jeudi dans la soirée. Pas jeudi, dimanche dans la soirée. Dimanche pendant que j'écoutais WrestleMania. Fait que ben c'est ça, à soir, épisode spécial, on parle de lutte, les boys. On parle pas de hockey. Salut là. Ben moi, j'ai vu le bout où Kevin Owens, il se pognait avec Paul, là. C'est-tu Jake? C'était Jake Paul? Logan, c'était Logan. C'est Logan Paul, ouais. Ah ouais, ben j'ai bien aimé ce bout-là, mais c'est le seul que j'ai vu. Une petite fierté québécoise. Mais c'est ça, fait que j'ai écouté le show, mais en même temps, on couvrait les transactions. Il y en a eu quelques-unes. La plus majeure, ben, c'est Taylor Hall à Boston. Qu'est-ce que vous pensez, les boys, du prix? Moi, sincèrement, j'ai été vraiment, vraiment surpris parce que quand tu te mets à comparer ce qui a été payé aujourd'hui puis avant la transaction de Taylor Hall, tu te dis, mon Dieu Seigneur, que le joueur valait plus rien. Je sais que tu as écrit un texte là-dessus, Max. Ouais, ben, je vais commencer rapidement, là, parce que justement, j'ai écrit un texte là-dessus, mais il y a comme des rumeurs qui disent que c'est parce que Taylor Hall, il y avait une clause complète de non-mouvement puis qu'il voulait pas aller ailleurs. Tu sais, les autres équipes dans la course, ben, ils voulaient pas les rejoindre. Donc, à ce moment-là, le gros bout du bâton, ben, c'est pas les Sabres qui l'avaient, là. Ouais. Donc, ça explique le prix payé. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que First, ben, tu regardes sa saison cette année, puis il n'y avait pas de gros arguments pour faire payer le gros prix nécessairement, mais on reste qu'il y a tout un talent, Taylor Hall. Donc, je pense que vraiment un élément qui a été majeur, ben, c'est juste le fait que peu importe Taylor Hall est où, ben, ça fonctionne pas. Tu sais, une équipe va pas aller payer le gros prix. On reviendra à Nick Foligno, mais tu sais, Nick Foligno, tu sais que c'est un leader qui va t'apporter du positif, qui va t'apporter du leadership. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Taylor Hall? Oh que non. Donc, je pense que ça a contribué, puis que les Bruins, eux, ben, ont pris une chance dans le sens où des leaders dans le vestiaire, il y en a. Puis ça leur a pas coûté cher, donc c'est super bon pour eux. Mais je peux pas dire que je suis honnêtement si surpris que ça du prix payé. J'ai écrit la semaine passée concernant la malédiction de Taylor Hall. Depuis qu'il est dans la ligue, il a fait juste 2 fois les séries de la Coupe Stanley, dont l'année passée, si je me souviens bien, qu'il était avec Phoenix. Pas Phoenix, l'Arizona. Il a encore la misère à dire l'Arizona. Puis ils ont fait un peu les séries par défaut. Et dès qu'ils ont acquis Taylor Hall, ils ont plongé au classement assez solidement pour manquer les séries. Mais là, avec la COVID puis tout, ils ont fait les séries. Là, les Coyotes, ils ont quand même eu un bon parcours en série. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose avec ce joueur-là qui fait en sorte que ces équipes, ils ont tout le temps un bon choix au repêchage. Ça, je comprends pas. T'sais. Il y a tout le talent du monde. C'est un excellent ailier de premier trio. Mais ça fonctionne pas. Peu importe l'équipe qu'il y a, c'est tout le temps des équipes de fond de classement. Même si la saison d'avant, il y avait une bonne saison. Fait que, tu sais, moi, le prix, je le comprends. À cause du leverage que Taylor Hall avait par rapport à... Il choisissait sa destination, mais le DG de Buffalo, là, c'est pas un mot de deadline pour lui, là. Vraiment pas, comparativement avec Columbus, mettons, qui a acquis 2 choix de première ronde. Ça va être le fun au draft cette année, messieurs. Il va y avoir des choix du champ gauche, comme tu as dit sur Twitter, je crois, Matt. Ça va être le fun. Ouais, tu vois, les équipes qui ont abordé le deadline avec une vision du futur, t'as Columbus, t'as Détroit, puis ils ont très bien réussi là, à ce niveau-là. T'sais, on reviendra avec la transaction d'Anthony Manta qui a donné des choix pas pires, je dirais, aux Red Wings. Mais dans les équipes qui se devaient d'aborder la date limite des transactions en visant le futur, ben t'avais Buffalo, là. Puis Buffalo l'ont échappé totalement. Là. New Jersey. New Jersey, ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est pas si mal. En même temps, il n'y avait pas nécessairement des éléments comme Buffalo pouvait avoir, mettons. Là. Non. Fait que c'est pour ça que je pense que les Devils, mettons, c'est normal là, comme date limite. Mais vraiment, Columbus puis Détroit, ça a été les deux formations qui ont connu le plus de succès dans l'optique où il abordait la date limite des transactions pour le futur. Tu parlais de Nick Foligno, Max, je dirais que les Leafs, grosse job à la date limite, sincèrement. Là,
sais, Carl Dubas, le roi de la calculette, ben, il a encore frappé fort, là. Pour vrai, c'est incroyable comment ce DG-là est capable de profiter de chaque scène sur son plafond salarial. Il a ajouté David Rettick dans le filet. Puis d'ailleurs, là, Frederick Anderson, les dernières rumeurs disaient qu'il allait revenir cette année, là. Fait que sa saison est pas terminée, mais on a juste voulu rajouter de la profondeur devant le filet. Puis on a rajouté Foligno, Nosen. Après ça, on a acheté Ben Hutton. Puis il m'en manque un également. C'est Antti Suomela. Ça, c'est plus mineur, là, je dirais. Mais ça va être tannant pour, mettons, une formation comme le Canadien qui va affronter les Leafs en première ronde, mettons. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment de la profondeur qui a été ajoutée à chaque position. Ouais. T'as Suomela qui, tu dis, c'est pas grand-chose, je suis d'accord, mais reste que c'est un joueur de centre, puis je pense que c'est ce qu'on cherchait à faire chez les Leafs, d'aller chercher un joueur de centre à bas prix, au cas où, tu sais pas, avec la COVID, là, tu peux te ramasser que 3-4 joueurs en moins à cause du protocole. Puis là, faut que tu remplisses ces trous-là. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la stratégie de Kyle Dubas de vraiment s'améliorer à chaque position. Je suis vraiment pas un fan de David Rettick, mais il y en a pas beaucoup de goalers qui ont bougé là, dans les derniers jours. Donc, j'imagine qu'il y avait pas beaucoup de disponibilité. Donc, c'est une acquisition qui est correcte dans le sens où oui, t'as Freddie Anderson, oui, t'as Jack Campbell. Tu fais quoi si, par la plus grande des malchances, il y en a un des deux qui se blesse, puis l'autre se ramasse sur sa liste du protocole COVID? Ben là, on s'est assuré d'avoir un David Rettick qui est un goaler correct au cas où une malchance comme ça arrivait, parce que d'habitude, t'as juste à te soucier des blessures. Mais là, t'as à te soucier du fait que ça se peut que t'aies 3-4 joueurs qui se ramassent sur la liste de protocole COVID. Donc là, on est allé chercher un défenseur. T'es allé chercher un joueur de centre. Ouais, hein, je me suis accroché. On va mettre ça sur la faute de l'IPA. Ben, ça ou la fatigue aussi, là. Je suis debout depuis 6 heures le matin. Ouais, on a eu une grosse journée, pareil. Même si ça n'a pas bougé, on a quand même eu une grosse journée, là. Ben, tu sais, j'ai mal aux doigts, là. C'est cliquer sur refresh depuis 6 heures le matin. Mon doigt, j'ai encore des spasmes depuis que j'ai arrêté, ça continue parce que je suis pas habitué. Mais tu sais, d'aller chercher un gars comme Foligno, mais tu sais, c'est le point que j'amène, c'est vraiment que cette année, tu sais vraiment pas ce qui peut arriver. Donc, d'aller chercher de la profondeur à toutes les positions, ça peut pas être mauvais. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui remettaient en question l'année passée les acquisitions à gros prix du Lightning. Mais quand on gagne une coupe, c'est un peu moins tannant. Et les Leafs, cette année, qu'on le veuille ou non, messieurs, sont en position d'aller chercher une coupe. Oui, puis tu sais, moi, quand je compare un peu les Toronto, mettons, tu sais, ils ont de la finition, ils ont la structure dans l'organisation, mais il manque beaucoup de ciment pour toutes les pièces tiennent ensemble. Puis tout ce qu'ils ont acquis dans les derniers jours, ça fit là-dedans. Ça fait en sorte que leur équipe est vraiment un tout qui fit ensemble. Foligno, là, je comprends le prix qu'il valait parce qu'il va fitter dans l'organisation, même s'il n'y a pas une carrière incroyable en séries éliminatoires, ça reste qu'il y a un leadership, ce gars-là. T'sais, oui, il y a Tavares, il y a Matthews, il y a Marner, mais il y a une raison pourquoi ils sont pas capables de gagner en séries éliminatoires. Selon moi, c'est le leadership, la profondeur, le jeu en défensive, puis tout le commitment dans sa glace. Puis les acquis vont aider ça. Fait que je suis bien content pour eux. C'est pas une équipe que j'adore. Je suis un fan du Canadien. Fait que je les aime pas beaucoup. Mais ils ont mis toutes les munitions pour être capables de se rendre le plus loin possible. Je suis bien content qu'ils n'aient pas acquis Taylor Hall. D'après moi, ça n'aurait pas fité. Ça aurait été encore une tête brûlée dans l'équipe. Puis ça aurait été pas mal négatif pour eux, selon moi, même si c'est un très bon joueur de hockey. Mais en Foligno, c'est parfait pour eux autres, selon moi. Ben, tu vois, autant j'étais surpris du prix payé pour Taylor Hall, autant que si j'étais dans la chaise des Leafs, je payais plus pour un gars comme Foligno qu'un gars comme Taylor Hall. Parce que, puis tu sais, on le sait, là, dans les rumeurs, Taylor Hall était vraiment beaucoup lié aux Maple Leafs, mais je trouvais tellement que, mettons, ajouter Taylor Hall, ça revenait à ce que on faisait dans les dernières années, soit d'ajouter du talent offensif, d'ajouter des joueurs au même
prototype offensif que les Marner, Matthews. Puis là, le but n'est pas de comparer Taylor Hall à tout le monde, mais tu sais, comprenez ce que je veux dire, là. Juste du talent, puis juste ça, tu sais. Mais ça n'a pas marché les dernières années à Toronto. Puis on s'est reviré de bord cet automne en mettant dans l'alignement des gars comme Thornton, des gars comme Spezza, des gars comme Wayne Simmons. Tu sais, on a changé un peu la philosophie. Puis je trouvais que Foligno suivait très bien cette lignée-là, comme t'expliquais, Pascal. Fait que, tu sais, moi, avoir été à la place de Dubas, je payais beaucoup plus pour un gars comme Foligno que pour un gars comme Taylor Hall. Là, par contre, tu sais, je m'attendais quand même à ce que Hall y vale un choix de première ronde. Là. Mais j'ai trouvé ça particulier, d'ailleurs, pour Taylor Hall, qui disait en entrevue un matin, pendant notre couverture sur le site, j'écoutais toutes les entrevues qui se faisaient avec les joueurs qui étaient échangés pis ça. Puis Taylor Hall disait que lui avait voulu se joindre aux Bruins à l'automne comme joueur autonome. Puis tu sais, il y avait eu des rumeurs par rapport à ça. Puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Fait que tu sais, le lien est là depuis un petit bout. Oui, il voulait aller à Boston, mais tu sais, Boston voulait sûrement pas le payer 8 millions. Là. Puis là, mais présentement, ils l'ont à vraiment moins cher. Puis en plus, ça leur a pas coûté un choix de premier tour. C'est un bon move pour Boston, là, rendu là. On sait ce que Hall peut ne pas apporter à une équipe, soit des victoires, mais reste que c'est un bon ajout pareil. Là, c'est un gars qui va apporter de l'offensive. Je dis que c'est un constat d'échec pour Buffalo, cet échange-là, mais en me souvenant qu'il a rien coûté. En fond, ils ont juste payé son salaire, ils ont signé l'été, puis on dit, bon, on l'échangera au pire au deadline. T'sais, si on prend cette optique-là, c'est comme gratuit ce qu'ils ont eu. Ouais, c'est ça. Ça a coûté, mettons, 5 millions, je sais pas combien, pour le salaire toute la saison, mais ils ont quand même des assets là, gratuits. Non, exactement. Tu parlais du Lightning tantôt, je pense que c'était Max qui disait ça. Trouvez-vous, vous autres, que le Lightning a comme influencé un peu le marché des transactions avec ce qu'ils ont fait l'année passée? De genre dépenser des choix de premier tour pour des joueurs des joueurs de troisième trio, là, on se cachera pas. Là. C'est vraiment ça. Probablement. Sûrement que ça a aidé, ça l'a un peu fait allumer les équipes sur l'importance justement du leadership, du toughness dans la profondeur de l'équipe. Il veut pas, une équipe qui est vraiment près de la Coupe Stanley comme le Lightning doit payer plus cher ce qu'il achète comparativement aux Canadiens ou n'importe quelle équipe de milieu de peloton, que eux, oui, ça va les aider, mais c'est pas comme si tu les aidais à fond à faire les séries ou tout. Je sais pas comment expliquer mon point, mais le Lightning, pour être sûr d'avoir la Coupe Stanley, il faut qu'il acquiert ce genre de choses-là, puis il doit payer plus cher. Par rapport à ça, moi, j'avais adoré, je me souviendrai toujours, je pense, d'une citation en particulier de Brisebois, le GM du Lightning, quand il avait dit « Je peux me permettre de payer cher, peut-être trop cher pour des gars. Ce que je pourrais pas me permettre, c'est de ne pas donner les chances à mon groupe d'avoir les meilleures chances de gagner la coupe. » Puis j'ai adoré ça parce que il y a rien de plus vrai. Il y avait sur la glace une équipe extraordinaire. C'est vrai que en tant que GM, tu ferais pas ta job si tu donnais pas la chance à ce groupe-là d'avoir les meilleurs assets pour gagner la coupe. Tu sais, il avait dit ça avant de la gagner la coupe. Puis c'est le Lightning qui a fini avec la coupe au bout des bras. Puis, fait que ça m'a marqué parce que depuis ce temps-là, avant, j'étais du genre un peu frileux à toujours trouver que les équipes payaient trop cher au trade deadline. Puis, tu paies trop cher, mais si tu gagnes la coupe, on s'entend que le prix que tu as payé, là, tu t'en fous pas mal. Tu as gagné la coupe. Oui, après ça, regarde, ça sera ton problème. Tu t'arrangeras pour combler ce que tu as donné pour avoir les gars de profondeur qui te donnent la coupe. Mais le but dans LNH, c'est de gagner la coupe. Donc, si t'es GM, puis tu fais pas ce que tu peux, ce qui est en ton pouvoir pour donner la meilleure chance à ton groupe qui a une chance de gagner la coupe, encore plus de chances de gagner la coupe, ben t'as pas d'affaire GM dans LNH. Puis, tu sais, même si tu te remettons juste en troisième ronde, ça envoie un message clair à tous les agents libres, à toutes les autres équipes et joueurs dans les équipes, que tu es sérieux dans ta démarche. Donc, tu sais, tu as meilleur leverage pour signer tes joueurs à un prix plus bas, puis à acquérir des joueurs sur le marché des joueurs autonomes moins cher aussi, tu sais.
Puis le Lightning, en plus, ils ont gagné la coupe sans Stamkos. Ça, c'est fou, là. Le meilleur joueur, quasiment le meilleur joueur de l'équipe à l'attaque, bon, Kucherov, mettons, était pas là, puis ils ont gagné la coupe pareil. La profondeur de ce club-là est incroyable l'année passée. Puis ça n'a pas tant changé cette année. Fait que ça va être des bonnes séries éliminatoires cette année. Puis tu sais, c'est comme tu disais tantôt, Pascal, quand tu es une équipe qui est aspirante à la coupe, ben tu peux te le permettre. Tu sais, c'est assez logique. Mais mettons, tu prends exemple sur une formation comme je vais en prendre une au hasard parce que j'en ai une dans la tête, mais je veux pas le dire parce Minnesota, que mettons. je veux pas parler de. Je veux pas faire partir un débat puis enrager du monde là, parce que c'est facile de le faire. Prends Minnesota. Ouais, mettons Minnesota, ouais, c'est un bon exemple. Minnesota, mettons, il aurait fait ça. Il aurait payé un choix de premier tour pour un gars comme David Savard ou même comme Nick Foligno. Là, tu te dis, ça va-tu, là? T'sais, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à être aspirant, ça marche pas. Tandis que quand tu as un club comme le Lightning ou comme Toronto, tu sais que tu as le talent dans ton équipe pour aller à la coupe. Fait que rendu là de dépenser un choix de premier tour. Tu sais, je pense que c'est Brian Burke qui disait ça en entrevue sur Sportsnet, mais je suis vraiment pas sûr, mais un peu une citation un peu comme celle de Brisebois là, que tu as soulevé, Max. La citation, c'était que non, c'est Jim Rutherford. C'est Jim Rutherford qui disait ça. Mais tu sais, venant de lui, c'était particulier, là. mais il disait au trade deadline, ce qui est important, c'est d'apprécier le joueur qui s'en vient et ne pas considérer ce que tu as payé pour. Ouais. Dans le sens que si tu payes un choix de premier tour puis un bon espoir, c'est parce que tu sais que le joueur que tu vas recevoir, c'est ça que tu veux. Puis tu peux pas commencer à regretter le prix que tu donnes. C'est juste que tu veux ce joueur-là, puis ben tu dépenses en conséquence. Mais tu sais, Rutherford, il a toujours eu des clubs aspirants. Fait que c'est sûr que dans son cas, puis c'est plus facile pour lui de dire ça. Là. Il a quand même manqué plusieurs transactions pareilles, le Jimmy. Un peu comme l'échange de Pacioretty. Oui, ils ont échangé Suzuki qui est un très bon joueur, Tatar qui est devenu un bon joueur, puis un choix de deuxième ronde. Tout, ça demeure un échange très bon pour les deux côtés. Il a raison. Je suis sûr que les gars, s'ils pensent pas à Suzuki et à Tatar en ce moment, ils s'en foutent. Là. Ils ont Pacioretty qui est sur le premier trio puis il produit. Puis nous autres, on a Suzuki, on a Tatar. On s'en fout de Pacioretty. Oui, il ferait du bien, mais on a un centre puis un ailier qui font la job. Pas tous les matchs, mais bon, bref. Fait que, c'est win-win. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis, je veux pas Minnesota, mettons, qui paierait le premier choix. Un premier choix, c'est vers le 18e rang, première ronde. Ça vaut plus cher qu'un choix au 28e rang, comme, mettons, Tampa Bay puis tout, là. C'est sûr que... Max, j'aimerais ça t'entendre, moi, sur les Oilers. Parce que je pense que leur journée t'a déçu un peu. J'aimerais ça que tu m'en... Parce que moi aussi, je suis très déçu de la tenue des Oilers dans ce deadline-là. Comment tu trouves la stratégie? Parce qu'ils sont allés chercher quand même Dimitri Kulikov contre un choix conditionnel 4e ronde. Fait que tu sais, ils sont allés chercher de la profondeur. Ben c'est ça. Je m'en fous dessus de Dimitri Kulikov. C'est ça. Ils sont allés chercher de la profondeur en défensive, mais tu sais, rendu là, c'est pas incroyable. Là. Rendu là, il aurait quasiment pu réclamer Mété puis ça revenait au même. Ouais, je comprends. Kulikov, ok, il peut être fiable. Mais tu sais, c'est plate parce que Mike Smith a toute une saison, probablement sa dernière bonne. Quoi qu'en série l'année passée, je pensais que c'était fini ben raide. Puis j'avais un goaler qui m'a choqué comme Mike Smith en série l'année passée. Ah ben peut-être Koskinen en saison régulière cette année. Mais à part ça, tu sais, c'est plate parce que Smith là en ce moment là, il est au sommet de son art, au sommet de sa confiance. Puis tu te dis, Colin, peut-être que s'il garde cette forme-là en série, avec McDavid, avec Draisaitl, tout est permis. Avec un Tyson Barrie qui est un vrai solide corps arrière en ce moment, qui a signé un contrat, c'était un an. Lui, il tombe agent libre sans restriction cet été. Je pense que la fenêtre des Oilers, sans dire que c'était juste cette année, parce que tu peux pas dire ça quand t'as un McDavid, un Draisaitl dans l'équipe, mais tu sais, quand t'as ça, puis il y a un défenseur qui produit comme Tyson Barrie à un très bas prix, ben c'est sûr que ta fenêtre est pas mal là. Surtout que Ryan Nugent-Hopkins aussi,
qui va devoir signer un nouveau contrat. Je pense que les Oilers, s'ils voulaient vraiment y aller, sans dire le tout pour le tout, mais y aller pas pire, là, je pense s'arrêter cette année le temps de payer. Tu sais, moi, j'ai été déçu de lire sur Twitter aujourd'hui que jamais les Oilers n'ont été dans la course pour Taylor Hall. J'ai trouvé ça plate. Parce que c'est le genre de gars qui aurait probablement très bien fait à Edmonton, qui a, je crois, aimé ses années à Edmonton. Puis là, j'apprends qu'on n'a jamais été dans la course avec le prix qui a été payé par Boston. Comment? Peut-être qu'il ne veut pas y aller non plus. Peut-être, mais honnêtement, Pascal, je serais bien surpris que Taylor Hall ait dit « Ouais, c'est un non, jouer avec McDavid, ça me tente pas tant. » Tu sais? C'est ça. Surtout, je serais bien surpris. Moi, ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que j'ai lu sur Twitter, c'est vraiment juste le GM des Oilers qui a dit « Ouais, non, j'étais pas intéressé, j'étais pas dans la course. » OK. Je trouvais ça vraiment dommage. Tu sais, on dirait que le GM se conforte un peu dans « Regarde, on a McDavid, on a Draisaitl, Mike Smith, goal bien. On va y aller avec ça, puis on sait jamais en série, hein, tout peut arriver. » Ça, c'est la phrase des GM qui sont pas capables de faire les bons moves payants. Ouais, ben en série, tout peut arriver. Ouais, avez-vous... Ouais, je me lance... Ouais. Vous avez écouté le point de presse de Bergevin? Oui. Oui. Là, tu sais, là, il est passé en série, tout peut arriver. En fait, je l'ai pas écouté, je sais même pas s'il l'a dit. Est-ce qu'il a dit qu'en série, tout pouvait arriver rapidement? Non, il l'a pas dit. Okay. Mais il s'est fait confronter sur ses propos en début d'année là, concernant tu sais, on veut des résultats, puis on veut ci puis ça. Là. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai lu, cité sur Twitter, là, en l'ayant écouté, vous allez pouvoir me dire si ça a été bien cité, c'est qu'il a dit qu'il se considérait comme une équipe de mi-peloton, mi-classement. Oui. Oui. Tu sais, ça est encore pour une place en série. C'est ça. Là, on a passé au début de l'année, comment il parlait, Bergevin, là. Hey, on avait des chances en série, on avait des chances pour la coupe, là. En fait, ce qu'il a dit un peu, c'est que ce qu'il a dit un peu, c'est que son équipe, lorsqu'elle joue comme à son plein potentiel, comme elle doit le jouer, est capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais en ce moment, on a des stretches qui jouent vraiment mal, ils jouent vraiment bon, donc on a une équipe de milieu de peloton. Mais lui, vraiment, il dit si on joue comme notre potentiel est, on serait supposé être dans les meilleures équipes, comme en début de Les Sénateurs, quand ils jouent à leur meilleur, sont capables de battre n'importe quelle équipe aussi, sauf les Oilers. Là. N'importe quelle équipe, c'est ça pareil. Hein. Sauf Détroit, mettons. N'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe quand il joue à son plein potentiel. Là, je veux dire. Bref, pour revenir aux Oilers, ben c'est ça. Je trouve que c'est un GM qui s'est un peu assis sur le fait. On compte sur McDavid, Draisaitl, Barry, Smith. Puis on va espérer bien fort. Nurse aussi, j'oublie de nommer Nurse, là. Mais il faudrait pas l'oublier parce qu'il honnêtement connaît toute une saison. Là. Oui, mais non, j'ai trouvé ça plate qu'on ait juste cherché un petit Kulikov là, pour amener un peu de profondeur en défense. Je veux dire, pourquoi tu y vas pas en sachant que Barry va peut-être quitter cet été? Ryan Nugent Hopkins, qui est tellement, je trouve, sous-estimé dans la ligue. Là. C'est tellement un bon joueur. Puis ce gars-là va peut-être quitter cet été aussi. Puis comment tu peux te dire opter pour le statu quo puis dire ben on va juste continuer de même puis on va espérer que McDavid puis Draisaitl continuent à faire 4-5 points par game. Tu sais, moi je pense qu'il a regardé le classement, il s'est dit check, on est 9 points avant de Montréal, on est en 3e place en division, 1 point en arrière de Winnipeg. Si on va en série, ça va être probablement contre Winnipeg et non pas contre Toronto, Montréal. Donc il y a une bonne chance qu'ils battent Winnipeg en première ronde, mais quand même. Ça Connor Hellebuyck n'a pas de misère à te voler de cette série-là. Là. C'est ça. Fait que là, puis après ça, donc, si Montréal réussit à battre Toronto, parce que Toronto, tu sais, eux autres sont contents de pas se battre contre Toronto en première ronde. Probablement. Fait que là, ils vont dire, bon, Winnipeg, on pourrait passer au travers. Après ça, en deuxième ronde, Toronto-Montréal, il y a des bonnes chances que Montréal gagne à cause que Toronto choke souvent, mais là, avec le deadline, avec le deadline que Toronto a eu, selon moi, le choke, il est quasiment impossible. S'ils perdent, ça va être en 7e match avec un but chanceux. Fait que, merci de la rectification. Laisse-moi parler. Fait que Toronto en deuxième ronde, c'est probablement que là qui dit genre ça va être tough, mais tout peut arriver. Mais tu sais, d'après moi, il s'est dit bon, on va probablement avoir un bon choix, donc on le donnera pas pour acquérir un joueur. De toute façon, il va falloir passer au travers de Toronto, puis ça va être trop dur. Fait que statu quo.
Mais je suis d'accord avec toi, ça aurait été le fun qu'il acquérit quelque chose là, un peu. Mais il n'y a pas d'autres défenseurs qui ont été changés de défenseurs importants, là, comme mettons Hall à l'offensive, Palmieri, Foligno, il n'y a pas de défenseurs, il y a le Montour, puis cette affaire-là, mais c'est pas si hot que ça. Là, je vais jouer à l'animateur comme en début d'émission, là. En début d'émission. Oui. À cette heure, on fait des émissions. Parlant de statu quo, les Blues, vous autres, ça en pensez quoi? Ben, en fait, moi, là, c'est juste parce que, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu d'action, là, pis tu sais, qu'il échange Schwartz, qu'il échange Hoffman, parce que ça nous aurait fait un peu, tu sais, ça nous aurait fait du stock à traiter, pis ça, pour la date limite. Mais en réalité, dans les derniers jours, les Blues, ils sont revenus, là, tu sais, ils jouent bien, là. Fait que là, un peu à l'image de Nashville, mettons. On dirait, là, que pendant la saison, c'était comme un moyen, on savait pas trop, puis là, dans les derniers jours, il y a comme eu un up, Nashville puis Saint-Louis, puis ils ont décidé, justement, d'y aller du statu quo. Tu sais, échanger Hoffman, tu sais, ils vont le perdre à la fin de l'année, là, tu sais, ils leur signeront pas, ils ont pas de place à la masse salariale, puis tout. Est-ce que ça aurait été pertinent de le vendre? Je pense qu'à voir le marché actuel, c'était pas assez payant pour les Blues pour se dire OK, on va se séparer de Hoffman puis on va le remplacer à l'interne, tu sais, avec nos joueurs, parce qu'il y a eu Robert Thomas qui a été blessé au pouce puis il a été blessé quand même un bon bout. Fait que tu sais, si lui était resté en santé puis qu'il aurait connu une saison comme il se devait de connaître, ben là je me serais dit OK, peut-être qu'on peut se passer d'Hoffman puis profiter de sa valeur sur le marché. Mais là le marché est tellement faible que je pense que t'étais quasiment mieux de garder Hoffman, considérant que ton équipe était vraiment sur une pente ascendante dans le classement. Puis Nashville, même chose, tu sais, avec Ekholm, puis avec Granlund, puis ben tu sais, ils ont parlé un peu d'Ellis aussi, là, mais il y avait plusieurs joueurs à Nashville là, qui étaient sur la sellette, puis finalement personne n'est parti. Je comprends Saint-Louis, puis je comprends aussi Nashville d'avoir le statu quo pour eux autres, de ne pas avoir acheté, parce qu'ils n'avaient pas leur premier choix. Ils pourraient se ramasser en loterie. Là. Fait que, parce qu'ils pourraient rater les séries, je veux pas. Fait que je comprends qu'ils n'aient pas acheté. Au niveau de la vente, je comprends aussi, parce qu'ils sont en bagarre en ce moment. Tu sais, Saint-Louis sont à 1 point en avant de l'Arizona, sont en 4e position dans la division. Puis Nashville sont 4 points en avant de Chicago, qui eux, avec Chicago, sont en dehors des séries. Fait que tu sais, je comprends le statu quo. J'aurais aimé ça aussi que Hoffman parte, mais t'sais, oui, ils ont vendu Stachny l'année passée ou l'autre d'avant à la date limite de transaction, malgré le fait qu'il est en série. Mais là, cette année, c'est pas mal plus tough de faire les séries. Tout. Donc, garde ta profondeur et essaie de te rendre le plus loin possible. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait comme décision. Donc, j'ai compris, mais comme toi, un peu, j'étais un peu déçu parce que ça a rendu la journée un peu terne. Et tu parlais de Chicago. Moi, je te relance la question, Max. Chicago. On a passé la journée à se poser la question sur quel pied ils dansent. Ils sont à la porte des séries, puis finalement, moi, je regarde les transactions qu'ils ont faites, je comprends encore pas qu'est-ce qui s'est passé là, du côté de Chicago. Ouais, c'est spécial un peu parce que je regardais le classement justement, puis je me disais, crime, on est proche d'une place en série. Kirby Dach vient de revenir, ce qui est, on s'entend, un morceau important. Là, on a pris du salaire à la Floride. Mais tu sais, le salaire qu'on a pris veut pas, ça peut aider les Hawks. Ça, c'est qui là, j'ai un blanc de mémoire, c'est Stillman, puis les plates. Corey Stillman, puis Brett Conley. C'est ça, veut pas ces gars. Bockstrom, ouais. Ces gars-là peuvent aider l'équipe, donc en bout de ligne, on s'est amélioré. Mais là, on va échanger Yann Mark. Qui était il connaissait une bonne saison, là. Je pense qu'il avait 10 buts, 10 passes là, cette année, qui était quand même un morceau important des Hawks dans la situation, on s'entend là, un morceau important, vous comprenez ce que je veux dire là, il apportait quelque chose. Fait que là on est comme semi-vendeur, semi-acheteur, on prend de l'argent, tu nous donnes un prospect, on va chercher Adam Gaudette, ok cool, ça c'est bien. Mais j'ai aussi un peu de misère à comprendre. Tu sais, on est à quelques points d'une place en série. Comme j'ai dit, Kirby Dach vient de revenir. Moi, je pense que les Hawks peuvent encore, puis vont se battre jusqu'à la fin pour une place en série.
Mais je me suis demandé beaucoup, est-ce que ça valait vraiment la peine d'échanger Janmark pour c'est quoi qu'ils ont eu un choix de 2 puis un 5, genre? Ils ont reçu un choix de 2 puis un choix de une troisième ronde. Un 2 puis un 3? Ouais. Ben, Ah, c'est ça qui est bizarre pour les Hawks. C'est que là, ils mettent la main sur Conley, puis Stillman, puis en plus, ils mettent la main sur les droits de Backstrom. Fait que, tu sais, ça, c'est une très bonne transaction dans le sens que t'as des joueurs qui vont t'aider dans les médias, puis t'as un jeune que, lui, tu sais, c'est un peu plus long, mais il peut arriver un jour à peut-être se démarquer. Le gars, il a du potentiel, mais c'est long. Backstrom, c'est plus long. Fait que là, tu te dis, ben, tu sais, ils sont acheteurs, là. Ils ont acheté des gars pour les séries. Là, après ça, ils vont chercher Adam Gaudette. Là, tu fais, hey, crime, ils sont vraiment, vraiment, vraiment acheteurs, là. Ils ont racheté de la profondeur au centre. Ils s'en vont échanger Janmark. Tu fais, OK. Bon, ben, finalement, sont-ils vendeurs ou sont acheteurs? Là, ils échangent Soderberg après. Voyons. Puis ils gardent. Puis après ça, ils ont... En tout cas, c'est ça. Ils ont gardé Zadorov aussi. Ils ont gardé Zadorov. Fait que tu te dis, ah, ben là, finalement, ils gardent pour les séries. Ils se sont départis de Madison Bowie. Fait que, tu sais, c'est bizarre. Ouais. C'est Stan Bowman. On comprend pas ce qu'il fait vraiment. Mais tu sais, Janmark, sur le trade est vraiment bon. Ouais. Moi, je pense qu'il s'amusait. C'est du asset management. Il s'amusait. Il s'est dit, moi, aujourd'hui, je vais faire des transactions. Puis c'est bien le fun. Là. Moi aussi, des fois, je joue à PS4 puis je m'amuse bien à faire des trades. Là. Bon, c'est ça qu'il s'est dit. C'est levé un matin. On va faire une couple de trades. Ou peut-être qu'il changeait d'idée aussi. J'ai le goût d'être acheteur. Ah, lui, je vais le vendre. Ah, lui, je l'achète. Un bon prix. C'est peut-être ça aussi. Je comparerais la date limite de Stan Bowman à un chien qui court après sa queue. C'est vraiment ça. Ça a tourné en rond. Je suis pas un fan. Je préfère pas m'avancer, mais j'ai hâte qu'il change de GM de directeur général. Ouais, je pense qu'il a fait son temps un peu. Mais Stan Bowman commence beaucoup à agir comme un certain Jim Rutherford à Pittsburgh. Puis l'organisation arrive un peu dans le même cornerstone. Fait que... Sauf que Rutherford était plus agressif. Il fait quand même des meilleurs échanges que Rutherford. Ouais. Je trouve, là. Mais moi, je crois que, OK, je fais un take, les gars. Préparez-vous, c'est rare que je me mouille. Mais Bergevin, c'est le prochain GM là-bas, d'après moi. Oh! Si c'est pas cet été, ça va être... Je m'en vais tweeter ça. Selon Pascal... Sur la radar NNH. Tu penses que Bergevin retournerait, s'il est congédié évidemment par le Canadien, mais il retournerait à Chicago? Ben, s'il est congédié cet été, puis que Bowman n'est pas signé ou congédié, peu importe, d'après moi, c'est son équipe numéro 1, ça va être Chicago. Puis s'il n'est pas re-signé à la fin de son contrat l'année prochaine, selon moi, la prochaine équipe, ça va être Chicago. Ah ouais. Je pense qu'il pourrait faire un bon travail. Peut-être. Mais j'espère que là, il va appeler une reconstruction, puis qu'il va la faire pour vrai. Ça va être par ses actions. Je pense pas qu'il va vendre Taze et Kane parce qu'il va se faire tuer par les partisans. Tu peux comme pas les vendre, ces deux joueurs-là, même si ce serait le meilleur pour une vraie reconstruction, mais ils ont quand même un bon noyau de jeunes. Fait que je pense que ça pourrait... En tout cas, c'est comme c'est pas comme le Canadien, parce qu'ils n'ont pas de joueurs élites, là, mais les meilleurs joueurs de l'organisation sont rendus vieux, tout comme les meilleurs joueurs de l'organisation du Canadien. Fait que là, c'est la même situation. C'est pas dépaysé. Pourtant, Bergevin, c'est le DG de l'année. Il a fait des bons moves, ben là, mais ça lève pas. Ben, parlons-en, les moves du Canadien. Ben, on y arrive. On peut commencer par Victor Mété, qui a quitté l'organisation via le ballottage. Félicitations, Max et Florent, qui ont comme callé à shot un peu. Sans source, c'était comme un feeling, mais c'était un très bon feeling. Ouais, ben plus je regardais ça un matin, pour vrai, j'étais comme... Puis ça fitait bien dans le sens où c'était vraiment... Tu sais, t'as Chabot qui est offensif, qui joue avec Zaitsev défensif. Après ça, t'avais Brandstrom rendu sur le deuxième duo avec Zub qui est plus défensif. Puis là, t'avais juste deux défenseurs défensifs droitiers sur le troisième duo. Puis on se doutait bien que Goodbranson allait partir. Donc là, il restait Josh Brown. Puis il restait un trou à gauche pour un défenseur offensif. Ben, pas offensif, on s'entend là. Un défenseur plus mobile qui bouge le puck. Puis je regardais ça un matin, j'étais comme...
sais, un défenseur, il a quel âge? Je mettais 22, je pense. Les Sénateurs, où ils sont en ce moment dans leur stade, tu réclames Mété. C'est une bonne valeur. Vous le savez, les gars, là, je suis pas un grand fan de Mété nécessairement, là, vraiment pas même. Là. Mais je regardais ça, je me disais, ouais, je pense que ça serait un peu con de pas réclamer Mété. Puis là, c'est ça, ils l'ont réclamé. Puis là, j'ai regardé un peu, là, on est à la mi-match à peu près des Sens. Puis il joue pas beaucoup, mais tu sais, on s'entend, il a été réclamé au balotage, il a drivé à Ottawa aujourd'hui, il a jamais pratiqué avec l'équipe. Mais Mété, il fait bien, il garde les choses simples. Puis il a joué une couple de minutes, DJ Smith l'utilise pour le mettre dans le bain un petit peu du système de jeu. Puis j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. Il fait son travail sur une troisième paire, puis avec une équipe comme les Sens, ben, en ce moment, c'est super. Est-ce qu'il peut devenir bon puis rester là à long terme? Ça, c'est une autre question, là. Mais ce que j'ai vu à soir, je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu. Mais bref, de le mettre au balotage, ben, c'est bien dans le sens où tu peux voir ça, tu te dis, OK, on a échangé Mété puis un choix de 7e tour contre Erik Gustafsson. Ouais. Qui est un défenseur, un vrai défenseur offensif qui a vraiment un potentiel d'avoir un impact important offensivement. Fait que dans cette optique-là, si on avait juste mis Mété au balotage, puis juste ça, puis on fait rien après, là, j'aurais dit, ouais, je pense que même si j'aime pas tant Mété, là, j'aurais dit, ouais, là, c'est une gestion de marde. Mais là, d'avoir fait l'acquisition d'un gars comme Gustafsson, qui a vraiment le potentiel d'être un vrai bon défenseur offensif, un vrai bon corps arrière sur première ou deuxième vague d'avantage numérique, là, ben, là, c'est intéressant. Fait que dans cette optique-là, je me dis, bon, c'est correct, Bergevin, ça me dérange pas d'avoir perdu Mété là, pour prendre un guess quasiment gratuit sur Gustafsson. Écoute, bon, j'ai la même opinion que toi, dans le fond. C'est vraiment ça. C'est un bon guess d'Ottawa de le prendre. Puis Gustafsson, pourquoi pas l'essayer? Ça fait un bout qu'on n'a pas eu un gars strictement offensif en arrière. Je dis on parce que je suis un fan du Canadien, je ne devrais pas. Parce que les Canadiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu ce genre de défenseur-là à gauche. Hein, le dernier qu'ils ont eu, c'était un petit Russe qui n'ont pas re-signé. Bref. Fait que là, je sais pas si ça va être où sa place au retour de Sherratt. Ben, vous le placez où, justement, Gustafsson, vous autres? Ça va être de temps en temps, probablement qu'il va jouer avec les blessures, un gars de profondeur, parce que je pense pas qu'ils vont bencher Romanov beaucoup. Kulak, ça m'étonnerait pas, parce qu'on a pas mal fait le tour. Oui, il joue bien souvent, mais quand il joue pas bien, là. À gauche de Weber, mon Gustave. Ben, c'est ça. Mais ça risque d'être ça, mais est-ce qu'il a la capacité de jouer contre les meilleurs éléments adverses? On va voir. Je sais pas, je l'ai pas assez vu jouer, mais c'est ça. Mais moi, où je veux absolument le voir, là, pis si tu niaises pas avec ça, aussitôt que tu sens qu'il est un peu qu'il a pratiqué assez sur l'avantage numérique, je le veux, c'est la première vague d'avantage numérique au premier match qu'il est prêt à le faire parce que je l'ai pas vu jouer tant que ça non plus. Mais je me souviens, par exemple, qu'en avantage numérique, sa saison de 60 points avec les Hawks, là, je pense que c'est sa deuxième dans la LNH, là, tu fais pas 60 points dans la LNH par chance. Puis son jeu en avantage numérique, c'était du solide jeu. Puis tu sais, c'est pas 57 mentions d'aide, là. Je pense qu'il y a 9 buts, c'était même plus que ça. En tout cas, il y a une couple de buts cette année-là. Puis sur l'avantage numérique, je me souviens qu'il faisait un solide boulot. 17 buts. 17 buts, c'est ça. 17 buts. Puis je me souviens d'avoir vu des très beaux buts de ce gars-là. Donc moi, je veux pas que ça commence à niaiser. Mais Max, tu sais quoi le pire? Ben, le pire. Le meilleur, en fait, là, c'est que de ces 17 buts, il y en a 4 en powerplay. Puis il y a 14 passes en powerplay également. Fait que si tu fais le calcul là, de ce que je viens de te dire, là, sur ces 17 buts, il y en a 13 à force égale. C'est très bon. Là, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, en plus d'être capable de marquer des buts à force égale, si tu es capable de marquer des buts à force égale, habituellement, tu es capable d'en marquer en powerplay. Là. Je pense que c'est assez logique. Là. En tout cas, je pense pas que ça prend un grand connaisseur pour penser ça. Mais il y a beaucoup de passes en powerplay. Fait que c'est un très bon distributeur de rondelles, ça veut dire, en powerplay. Fait que puis en plus, il est capable de marquer des buts en even strength, en 5 contre 5. Mais c'est pour ça que je dis on niaise pas avec ça. Le Canadien a besoin d'une étincelle là. Ben l'étincelle, tu le places à gauche de chez Weber, tu le mets sur sa première vague d'avantage numérique, tu le fais jouer, puis on va voir ce que ça donne. Le gars, il a pas 38 ans, là.
Le gars, il est encore bien jeune, il a 29-30. 29 ans. 29 ans. Il a fait une saison de 60 points il y a 2 ans. Le talent, il est pas parti. Là. Il est encore quelque part en dedans de lui. Là. Donne-y la chance, donne-y le temps de se bâtir une confiance. Je pense que ça va se faire rapidement. C'est des fois un changement d'air, là, ce que ça peut faire. Je veux qu'on donne à ce gars-là dès que c'est possible. Dès qu'il y a eu un peu d'acclimatation dans les entraînements, c'est entraîné à 5 contre 5 à avantage numérique, je veux qu'on donne à ce gars-là le plus de chances possible de produire dans un match. Parce que moi, je pense, je l'ai pas vu jouer beaucoup, là. C'est une hypothèse que je lance dans l'air en ce moment. Tout ce qui s'est passé avec ce gars-là, là, c'est que la confiance, d'une façon ou d'une autre, est partie. Parce que quand tu fais une saison de 60 points dans tes premières années dans LNH, ta confiance est au top. Tu diriges des rondelles au filet, t'es confiant dans les jeux, en tes talents de fabricant de jeu. Puis tu sais, là, cette année à Philadelphie, je sais qu'il était laissé souvent de côté, puis ça allait pas nécessairement très bien. Ben regarde, on lui redonne sa confiance, là. Parce qu'il n'y a pas un autre gars du côté gauche d'un Canadien en ce moment qui peut faire le boulot que ce gars-là pourrait faire. Il n'y a pas un gars à gauche qui a le flair offensif de ce défenseur gaucher-là. Fait qu'on s'arrange pour lui redonner la confiance qu'il avait dans le temps avec les Hawks. Puis on croise les doigts. C'est ce qu'on peut faire en ce moment. La date limite est passée, c'est ce qu'on peut faire. Ce gars-là, tu l'as payé pas cher, mais il peut te rapporter gros, je suis certain de ça. C'est le modus operandi de bargain bin de Bergevin avec ses guests pas chers au deadline. Je pense que c'est un de ses meilleurs guests pas chers, qui a le meilleur potentiel. On ne sait pas si ça va fonctionner. S'il y a 10 points en 24 matchs, ça donne environ 34 points dans une saison de 82 matchs, ce qui est très bon. Mais ça pourrait être payant. De toute façon, c'est une amélioration à Kulak. C'est une amélioration à Romanov sur le power play. Romanov, il est pas mauvais, là, mais il est pas rendu là. Il est vraiment pas rendu là. Fais les joueurs de gain numérique. De temps en temps sur le power play s'il manque du monde. Mais si tu veux gagner, ça prend un gars comme Gustafsson puis un gars comme Petrie sur le power play. Pas Weber. Mais ça, c'est pas compliqué. Weber Fanny. Offensivement, là, Gustafsson t'a coûté un choix de 7e tour pour son salaire à 50%. Puis il devient ton deuxième meilleur défenseur offensif parce que Weber, là, offensivement, ça commence à... C'est fini. Là. Offensivement. Ça commence à être... Il y a encore un bon plomb qui peut faire 5-6 buts par année juste parce qu'il est bien placé. Mais souvent, c'est dans le logo. C'est sur le bâton, c'est en dehors du filet. En fait, il y a encore un lancer puissant. Parle-moi pas. Je sais, il y a encore un lancer puissant, mais il est plus quick. C'est plus un gars quick pas avec ses mains, avec sa façon. Il est tellement prévisible. Il est loin, il est prévisible. Fait que j'ai hâte je lancerai pas le débat Caulfield, mais j'ai hâte en maudit de voir Caulfield sur l'avantage numérique à gauche, du lancer du réception puis tout. J'ai vraiment hâte de le voir là. Pas tout de suite, on se lancera pas là-dedans. Peut-être, en tout cas, je sais pas si c'est quoi moi, ça me dérange pas. Parce que j'aimerais ça avoir le temps de mettre au clair ce que je pense de Caulfield parce que dans une chronique 91.9 cette semaine, on en a parlé brièvement, mais je faisais une chronique c'est les Kings puis on est mieux sur le sujet. Juste mettre au clair sur Caulfield que après 2 matchs, je trouve ça beaucoup trop tôt. Mais là, je sais que le Rocket va pas jouer pendant un bout. Après 4 ou 5 matchs, je serais déjà beaucoup plus à l'aise de commencer à l'amener à Montréal. Moi, c'est vraiment 2 matchs. Tu sais, 2 matchs, c'est tellement... 2 matchs en 2 jours, il est sur l'adrénaline. Après 4 matchs, c'est niaiseux, là. C'est juste 2 matchs. Je serais déjà beaucoup plus à l'aise de l'amener à Montréal. Parce que pour moi, entre 2 matchs en 2 jours, que c'est sur l'adrénaline, tu viens d'arriver à Montréal, puis entre 4 matchs, espacés sur plusieurs jours, 4 ou 5 matchs, tu as eu le temps plus de t'habituer, puis te mettre à l'aise, t'habituer à un nouveau système, ben je serais déjà beaucoup plus à l'aise de l'amener à Montréal. Pour moi, là, c'est aussi mince que ça, la différence. Entre 2 ou 4-5 matchs. Pour moi, le best, c'est vraiment de le laisser dans la Ligue américaine cette saison, peu importe ce qui arrive. Mais, ce que je dis, c'est que je serais quand même à l'aise de le voir à Montréal après 4-5 matchs avec le Rocket. Okay. Le Rocket va jouer le 15 avril et le 18, si je me souviens bien. Puis après ça, ils ne joueront pas pendant 12 jours. Selon moi, le 19 au matin, ça se peut très bien qu'on ait un rappel de Caulfield chez le Canadien. Si la masse salariale le permet, s'il y a des blessures, surtout ça va aider, là.
Mais ça m'étonnerait pas en tout qu'il soit une des acquisitions, dans le fond. Mais tu sais, je le souhaite pas maintenant, mais je suis sûr que ça va arriver dans pas long. Puis, parce que ça fonctionne. Je serais encore plus à l'aise si le Canadien gagnait tous ses matchs d'ici là. Juste question d'enlever un peu de pression puis de pas de le voir arriver comme un sauveur. Juste là, honnêtement, je serais beaucoup plus à l'aise. Puis tu sais, souvent, il y a du monde qui dit que personne n'a dit sauveur. Oui, mais il est traité comme un sauveur. Ouais, c'est ça. Tu dis pas le mot parce que tu sais qu'il faut pas que tu dises le mot, mais tu le penses un peu, là. Ben, c'est ça. Il dit, mais il va tellement aider. Oui, mais c'est pas lui la solution. La solution, c'est les vétérans. C'est eux autres qu'il faut qu'ils lèvent l'équipe. Après ça, Caulfield va juste aider à donner une coche. Fait que bref, on va voir, mais d'ici une semaine, d'après moi, il s'en vient. Ouais. C'est parce que, tu sais, tu rends pas service à Caulfield. Parce que Caulfield, là, moi, à mon avis, ce gars-là, il est capable de marquer des buts dans la Ligue nationale immédiatement. Oui. Je suis assez persuadé qu'il serait capable de marquer des buts en avantage numérique dans son bureau. Il est capable de la mettre. Écoute, un gardien de la Ligue américaine, un gardien de la Ligue nationale, s'il voit le trou Caulfield, là, le trou, il est le même, peu importe la ligue, là, il va être capable d'envoyer dedans. Fait que ça, je suis pas trop inquiet de ça. C'est juste que c'est pas d'y rendre service, de le monter dans la Ligue nationale en se disant, ce gars-là va venir compléter notre avantage numérique parce qu'il marque des buts. C'est pas juste ça, jouer dans la Ligue nationale. C'est vraiment pas juste ça, marquer des buts. Faut que tu sois capable de faire autre chose, sauf si tu t'appelles Alex Ovechkin. Puis là, sacrez-moi patience avec les comparaisons avec Ovechkin. Là. C'est pas parce qu'il se parque les deux pieds vissés dans la glace du côté gauche que c'est Ovechkin. Là. Ovechkin est capable de faire bien d'autres choses sur la glace que de marquer des buts en powerplay. Puis ça, c'est des choses que Caulfield faut qu'il apprenne dans la Ligue américaine. Pas parce qu'il est petit. Ça n'a même pas rapport avec son gabarit. Ah, c'est ça. C'est juste que il faut qu'il apprenne à jouer contre des bons trios. Il faut qu'il apprenne à contrôler le jeu, à jouer en possession de rondelles. La Ligue nationale, c'est ça aujourd'hui. Puis ça s'apprend pas dans une équipe qui est moulée pour aller loin en série. Puis que là, on se dit, ouais, mais tu sais, là, Caulfield, il marque des buts, on va l'envoyer tout de suite sur le premier powerplay. C'est sa spécialité, c'est correct. Mais il y a d'autres choses dans une game, là. Tu sais, tu le feras pas jouer 8 minutes dans une game pour l'utiliser 7 minutes sur 8 en powerplay. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas d'y rendre service. C'est ce que j'allais dire. Puis les partisans qui veulent le voir à Montréal, là, ça, pour le voir sur l'avantage numérique, ça serait les premiers à crier. Ouais, mais là, en le voyant sur sa feuille, là, sur le 4e trio, ça serait les premiers à chialer parce que, ben là, tant qu'à le faire jouer sur le 4e trio, renvoyez-le dans la Ligue américaine. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu peux pas ramener un gars juste pour jouer. Puis tu sais, puis c'est plate parce que tu peux pas. C'est pas de même, ça marche. Tu peux pas dire à un gars, tu joues sur le 4e trio, tu joues 2-3 minutes, 3-4 minutes à 5 contre 5. Mais c'est power play, on te veut là, puis on te veut au sommet de ta forme, puis on te veut sur le power play, puis on veut que tu produises sur le power play. C'est pas de même, ça marche. Si tu joues pas à 5 contre 5, tu peux pas. Comment tu veux prendre ton rythme en jouant pas à 5 contre 5? Non, tu peux pas juste faire ça, tu peux pas juste jouer sur le powerplay. Puis là, après ça, d'abord, je joue sur le powerplay, mais on le veut aussi sur le premier ou deuxième trio. Ben oui, mais tu y rends pas service encore là, je suis désolé, mais c'est qui disait ça cette semaine? Je pense que c'est Tourigny, c'est Tourigny qui disait, avec Dano, puisque ça veut dire que si on le met avec Dano, ça veut dire qu'il va pogner les meilleurs trios adverses. Tu veux-tu vraiment voir Caulfield pogner les meilleurs trios adverses soir après soir? Tu veux-tu vraiment voir Caulfield jouer contre Austin Matthews, contre Mitch Marner, contre Connor McDavid, contre Leon Draisaitl, contre Mark Scheifele? Voyons! Tu veux pas voir ça. Mais en Joël plus, Bouchard... Je cite Tourigny, ce n'est pas sa force. C'est exactement les termes qu'il a utilisés. Ce n'est pas sa force. Caulfield, il faut que tu l'utilises dans sa force. Sa force, c'est le powerplay. Sa force, c'est de marquer des buts. Tu t'en vas le sacrer contre le meilleur trio de l'autre équipe. À quel point il va être en mesure de marquer des buts? Il sera pas. Puis, je donne un exemple là, vraiment, vraiment basic. Là. Tu sais, il y en a beaucoup là, qui veulent voir Caulfield venir sauver le powerplay là, à Montréal. Là. Qu'est-ce que tu fais une game que l'autre équipe pogne pas de punition?
Ben oui, ben, un qu'une, deux. Non, bonne mais tu sais, question. il va jouer 5 minutes, tu sais. Ça n'a pas de sens. Hein. Tu sais, on l'aime tous les trois, Caulfield. Ben oui, là. c'est ça Tu sais, l'affaire. on a vu sa Ouais, progression. Ben oui. On l'aime tous les trois. On a Ouais. hâte de le voir jouer avec le Canadien. Vraiment. Mais ça, Mais éventuellement, il va être sur le meilleur trio. Ben oui. Il va jouer contre les meilleurs trios. ben oui. Mais pas maintenant. Il y a 20 ans. Il est encore vraiment jeune. Moi, la seule affaire que j'aime pas dans la Ligue américaine, c'est qu'il y a plus de têtes brûlées là. Puis il risque de se faire donner des coups de chien. Ouais, mais c'est Et au correct, moins, ça, il est les... coaché par... C'est correct, il y a du monde pour le défendre, puis ça, dans ce temps-là, les bagarres sont acceptées, il n'y a Exact. pas de trouble. Puis il y a un esprit de corps chez le Rocket. Ouais. Puis un coach qui prise ce genre d'affaires-là. Si tu t'attaques à notre meilleur joueur, il y en a un qui va sauter sur la glace, il va te péter à la gueule. Moi, ça... C'est exactement ça qui est arrivé. À Montréal, il n'y a pas de ça, mais c'est plus physique, il y a plus de joueurs rapides, il y a plus d'affaires de même. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas le meilleur environnement en ce moment chez les Canadiens. Puis je suis très d'accord avec ton commentaire, Max, sur si les Canadiens gagnent 2-3 fois cette semaine, ça va tellement être mieux pour Caulfield d'arriver dans l'équipe. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Là. C'est juste les attentes. Tu sais, le monde se dit on va être patient, on va être patient. Mais non. C'est les mêmes Même qui moi, veulent il faut que je me l'avoir tout de contienne suite. pareil, là. Tu sais. C'est ça. Moi, j'ai hâte de le voir. J'espérais tellement qu'il arrive direct. Pas secrètement, mais tu sais, j'espère qu'il va être là. Mais c'est normal aussi. C'est ça, c'est normal. On est fans. Fait que, c'est normal. Mais la meilleure affaire, c'est qu'il joue au moins 5-6 matchs, 4, 5, 6 matchs en bas, puis qu'il arrive après, puis qu'il s'entraîne avec l'équipe, puis qu'il réussisse à produire. Mais prenons notre match. Faisons pas comme Mété. C'est parce que... Mété qui est arrivé à 19 ans avec Weber. Puis ce qui est fascinant de voir, je pense que c'est un constat quand même assez général. T'sais, heureusement, cette année, on a les matchs du Rocket à RDS. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui écoute le Rocket cette année. Puis ça, c'est le fun. Parce que pour, mettons, débattre ou argumenter sur certaines choses, ben les matchs sont accessibles. T'sais, des fois, il y a des gens qui le regardent pas puis ils commentent pareil. Ça va tout le temps rester. Mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de monde qui écoute le Rocket cette année. Puis je pense que le constat général, c'est de dire que l'ambiance à Laval est excellente. Les gars, ils ont du fun à jouer. Joël Bouchard mène ce club-là de main de maître. Il fait progresser les joueurs. Peeling, Leskinen. Écoute, c'est beau ce qui se passe à Laval présentement. Pourquoi tu veux enlever Caulfield de là? Exactement. Voyons donc, là. T'sais, en plus, Montréal joue mal présentement. Ben là, je sais pas à soir c'est combien, là, mais t'sais... C'est 3-2 Montréal, je pense. OK, bon, ben, ramenons Caulfield. Non. Mais non, mais tu sais, c'est ça. C'est que tout le monde s'entend pour dire que le Rocket a donc une ambiance, le fun, puis propice au développement. Hey, t'as des vétérans, là, des solides vétérans pour entourer tes jeunes là-bas. Là. Des gars comme Will, des gars comme Ouellette. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais d'avoir un gars comme Pezzetta puis Baddock, là, que si tu sais que tu t'en vas dans le coin et tu te fais ramasser, ces deux gars-là vont venir te défendre. Là. Ça, là, on l'a vu avec Pezzetta. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est des choses tellement importantes pour le développement d'un joueur. Puis tu veux enlever Caulfield de cet environnement-là. T'sais, moi, personnellement, tant qu'à amener Caulfield sur un troisième trio, puis là, parce que tout le monde chiale que Kotkaniemi joue pas beaucoup, puis ça va être la même affaire avec Caulfield. S'il l'amène dans le show, là, il jouera pas 18 minutes. Là. Il va jouer 10-11. Là, le monde va être fâché qu'il joue pas assez. Rendu là, laisse-le à Laval. Puis tu sais, on dirait que automatiquement, si tu dis que t'aimes mieux que Caulfield reste à Laval, on dirait que les gens t'associent à quelqu'un qui aime pas Caulfield, Ben oui, qui veut pas que Caulfield ait du succès. Ouais. Je suis désolé, là, mais si je veux que Caulfield reste à Laval, là, c'est pas pour ma petite personne. Non, c'est pour lui. Parce que moi, je pense avec ce que je pense du hockey, ce que je pense du développement, je suis pas dans le secret des dieux. Je dis, moi, c'est ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est que pour le développement du kid, c'est bien mieux qu'il reste à Laval. Donc, c'est pas parce que moi, je veux que Caulfield reste à Laval, parce que je pense que c'est le mieux pour lui, que je l'aime pas. Au contraire, je pense que c'est le mieux pour lui. Ça me met hors de moi que les gens associent, comme quand je dis, non, ça me fait chier. Non, mais tu sais quoi, Max, c'est que souvent l'affaire, là, c'est que
ça provient de gens qui parlent par l'émotion. Ils veulent voir Caulfield dans le show. Ils veulent le voir remplir le net dans le show. C'est normal, c'est correct, mais c'est pas parce... Je les comprends. C'est ça, puis tu sais, t'as raison, puis c'est même quelque chose que je voulais parler, puis je me suis emporté sur d'autres choses, hein, comme d'habitude, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu dis que Caulfield, il devrait rester un petit peu plus longtemps dans la Ligue américaine, puis voir un peu d'action peut-être cette année dans la Ligue nationale, tu te ferais dire que t'es un anti-Caulfield. Voyons, là, c'est totalement l'inverse. Puis souvent, l'argument est basé sur l'émotion. L'argument inverse, là, c'est basé sur le fait que tu veux le voir à Montréal tout de suite parce que ça va être une belle histoire, il va produire, il va créer une étincelle. Mais si ton équipe a besoin de l'étincelle Caulfield, là, il y a un méchant problème. Là. Puis il est super bon, là. Il est super bon, Caulfield. Là. Je pense que t'aurais pas regardé ce jeune-là 20 matchs pendant la saison si tu l'avais pas aimé. Ben, c'est ça. Tu l'as regardé full cette saison. J'ai regardé 10 fois moi, ce qui m'énerve aussi, c'est le monde. Je l'ai regardé 10 fois cette année. D'après moi, je me serais pas concentré sur lui si je l'aimais pas. Là. Puis, tu sais, moi, ce qui m'énerve aussi des fois, c'est que ils disent, dans les gens, souvent, ils vont annoncer, ben, lui, il est dans la lignée de Cal McCarr. Ouais. Donc, devrait tout de suite être dans la Ligue nationale de hockey. T'as peu le Colorado, puis les Canadiens, c'est pas pantoute la même organisation. C'est pas le même environnement, il n'y a pas le même noyau élite, c'est pas le même joueur pantoute c'est pas le même contexte en défensive. Il y a un contexte. C'est pas le même potentiel. Kale McCarr, là, excuse-moi, mais il est bon en sacrement, même quand il était recru. Là, c'est pas pantoute pareil. Il y a tellement des affaires différentes. Les comparaisons même, c'était énorme. Ben, tu sais, dans cette lignée-là, Brock Besser puis Quinn Hughes, quand ils sont arrivés à Vancouver, c'est un peu la même chose que Caulfield. Mais maudit, les Canucks, ils luttaient même pas proche pour les séries. Là. Non, fait que, tu sais, rendu là, c'est correct. Sauf que là, Montréal a une mentalité de on veut des résultats, on veut ci pis ça. Puis là, t'amènerais Caulfield là-dedans. En tout cas, tu sais, pis c'est rien pour dénigrer le joueur, c'est ça le pire. Là. Puis, il se passe quoi, là? Mettons qu'on amène Caulfield à Montréal, puis que finalement, ben, c'est pas lui l'étincelle. Puis ça marche pas. Ces gens-là vont-tu se mettre à blâmer n'importe qui, sauf le fait que peut-être que Caulfield, finalement, il aurait dû rester dans la Ligue américaine? Moi, je pense que c'est ça, parce qu'on connaît un peu le personnage du fameux marché de Montréal. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui me fait un peu peur aussi dans l'histoire. Là. Ça va blâmer le coach, ça va blâmer les structures en avantage numérique. Ça va tout le monde, sauf Caulfield. Bergevin, puis ça blâmera pas Caulfield. Puis le vrai problème, en fait, s'ils blâment Bergevin, ils vont avoir raison. Parce que, en effet, c'est ça. Ça va avoir été la faute de Bergevin de monter Caulfield dans la LNH alors que c'était pas la bonne décision à prendre. Mais, tu sais, tout ça pour dire là, que peu importe l'opinion, que tu sois pour Caulfield qui reste un peu plus longtemps dans la Ligue américaine ou que tu sois pour que Caulfield soit dans la Ligue nationale, là, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est le meilleur espoir du Canadien depuis des années. Tout le monde s'entend là-dessus, mais on dirait que ces réseaux sociaux, tout le monde trouve le moyen de s'ostiner. Puis là, tu sais, j'en parlais avant, puis tu sais, je nommerai pas de nom, là, mais c'était bien correct, ça s'est fait respectueusement. Sauf que là, c'est rendu que si un tel dit que Caulfield devrait rester dans la Ligue américaine, mais tu sais, lui, il est pas crédible, cette personne-là. Elle est pas crédible, cette personne-là. Ça n'a pas rapport, ce qu'il dit. Ouais. Mais là, André Twigny, il a fait quoi dans le hockey? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est rendu qu'on s'attaque aux personnes qui disent que Caulfield devrait rester dans la Ligue américaine, ou on s'attaque aux personnes qui disent que Caulfield devrait rester... Triste. Les 2 points se valent. Les deux points, c'est correct de croire aux 2 points. C'est bien correct. C'est ça. T'sais, parce que la vérité, c'est qu'on le sait pas. C'est ça. C'est le temps qui va le dire. C'est ça. Nous autres, on a notre opinion. Nous autres, on est bien pro-développement. Là. Fait que c'est normal qu'on veuille voir un gars se développer sur le sens du monde pour pas que ça donne un gars comme Mété. Puis Mété est très loin de la classe de Caulfield, on s'entend. Mais au niveau de la gestion du développement, ben, dans le cas de Mété, ils l'ont échappé.
Puis on veut pas que ça arrive. Moi, je veux pas voir un deuxième Galchenyuk. C'est ça. C'est ça que je veux pas. Mais... C'est lui, depuis Galchenyuk, qu'on n'a pas eu un prospect comme ça. Mais tu sais, ce que je trouve intéressant en ce moment dans le podcast, c'est que t'as moi qui est... Honnêtement, je suis même pas fan d'une équipe. Tu sais, je suis fan des Oilers, mais je regarde beaucoup les Sénateurs. Je suis fan... T'es fan d'un joueur. Je suis fan d'Eric. Moi, ça s'arrête là. Moi, je suis fan d'Eric Brandstrom. Le reste, je m'en fous. Mais sincèrement, ce qui est cool, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que t'as moi qui est vraiment un fan d'espoir, qui est un fan de développement, t'as Matt un petit peu qui est tombé en amour avec ça aussi cette année, le scouting, puis de regarder les espoirs, puis t'as toi, Pascal, puis t'as donné, tu l'as dit tantôt, t'es certainement le plus grand fan du Canadien dans le podcast en ce moment. Mais t'es aussi un très, très, très grand fan d'espoir, de développement. Fait que toi, dans ta tête, ce qui est cool, c'est que t'as comme un petit peu le devil, là, le diable et l'ange de l'autre côté. C'est clair qu'il y a une partie de toi qui veut vraiment voir Caulfield à Montréal, mais t'as une autre partie, la partie plus développement, la partie scouting, qui dit ouais non, ce gars-là doit rester à Laval. C'est ça qui est cool en ce moment dans le podcast, c'est que t'as un peu de tout, puis toi, t'es le meilleur exemple d'avoir le raisonnement de se dire ouais, ok, j'aimerais beaucoup ça. Puis honnêtement, je suis pas un fan du Canadien, mais Colin, j'aimerais ça le voir Caulfield à Montréal, no joke. J'adorerais ça, puis je serais content qu'il arrive la première game et qu'il score un hat-trick. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Non. Exactement, c'est exactement. Merci pour le compliment. Puis, mais je suis d'accord avec. C'était quoi le compliment? Ok. Ben, je reconnais que j'ai le bon puis le mauvais, puis que je suis capable de faire la part des choses. C'est pas le bon, mais c'est ça, c'est pas le bon puis le mauvais là. Ben quoi? Devil puis Angel. Ouais, mais c'était plus dans le sens. T'as comme les deux extrêmes de l'opinion là, tu sais, présentement. Ouais. Puis je suis capable de faire la part des choses. C'est ça le compliment, en effet. Ouais, ok, good. C'est pas un défaut d'être fan du Canadien là, ben quoi que. Ben au niveau du jugement, oui, ça reste un défaut parce que ça vient altérer le jugement. Ouais, tout le temps le point. Tu vois tout le temps le positif, les lunettes roses, puis tout, mais tu sais, les 500 visionnements d'espoir pour le repêchage 2021 prouve que j'aime ça. Ouais, je prouve que j'aime ça. Je trouve que j'aime ça, le développement des espoirs. Okay. Bref, on a hâte de le voir, mais il faut prendre notre temps. On a toute hâte de le voir marquer un but puis d'entendre dans les estrades Cole. Ça va être frais, là. Ça va être hot. Ouais. Mais chaque chose en son temps. Puis, sérieusement, je pense que si, mettons, Bergevin avait pas abordé la saison cette année comme étant une saison où ce qu'on veut se rendre loin en série, je pense que mon fusil serait sur un autre épaule. Ah ouais, tant que ça, pas moi. Ben, c'est que cette année, Montréal, je trouve qu'ils ont été aveuglés par... puis je le dis souvent, là, Montréal a été aveuglé par les séries l'année passée. On est d'accord là-dessus. Fait que là, ce qui a résulté de ça, c'est qu'on est allé chercher des éléments pour performer en série cette année. Fait que Anderson, Toffoli, Allen. Mon but, c'est pas... j'ai eu un petit rot de... j'ai eu un petit rot d'IPA pendant que je parlais. Mon but, c'est pas de cracher sur les acquisitions de Bergevin. Mais les acquisitions de Bergevin sont faites pour aller loin en série, alors que le club était peut-être pas rendu là nécessairement. Fait que si Bergevin avait abordé la période morte en se disant, écoute, nous, on continue où ce qu'on était rendu, on veut faire grandir les jeunes, peut-être que j'aurais accepté que Caulfield vienne dans le club. Sauf que là, le mandat, il est clair. Là. Le mandat, là, c'est d'aller loin en série. On a signé du monde pour ça. On travaille pour ça. Moi, dans ce temps-là, j'embarque pas pour rusher un espoir. Là, t'sais. Parce que présentement, là, Montréal, s'il n'avait pas abordé la saison comme ça, je pense qu'on parlerait même pas de série pour Montréal. S'il avait vendu Tatar... Ben, c'est là. C'est ça, je veux dire. C'est que si l'année passée, il avait vendu Tatar contre un choix de première ronde, puis un espoir. Puis mais les gars, Tatar vient de faire 4-2 Montréal avec son deuxième de la soirée. Ouais, il vient de scorer. Il est dans mon pool. Ça sent la coupe, les boys. On a battu les Maple Leafs. Oh, oui. Mais en voulez-vous une autre bonne?
C'est 4-2 Ottawa sur Winnipeg en fin de match. Oh yeah. Puis Brandstrom, je dis ça, je dis rien, mais Brandstrom connaît un solide match. Tkachuk vient de scorer, c'est ça, le 4e but. Ouais. Puis on a souvent attaqué le jeu défensif de Brandstrom, là. Mais là, le but à Tkachuk, justement, situation de 1 contre 1 devant un des meilleurs joueurs des Jets, là, je me souviens plus c'était qui, là. Mais Brandstrom, a bien closé le gap, a bien justement arrêté le joueur. La rondelle est revenue à Tkachuk qui a marqué. Donc vraiment, solide match de Brandstrom. Puis il y a quelqu'un qui est bien content de ça a l'air en ce moment dans le podcast. Hey les boys, tu parlais des Jets, mais vous avez pensé quoi de la date limite des Jets, vous autres? Moi, j'ai été déçu, là. Sérieusement, Jordy Ben, c'est pas une mauvaise acquisition, mais je m'attendais à vraiment plus que ça, là. Ben, première des choses, ce podcast-là va durer au moins 4 heures. Deuxième des choses, ben, tu sais, offensivement, je pense que les Jets avaient rien à aller chercher. Non, défensivement, oui. C'est ça. Défensivement, tu sais, les Stars ont décidé de pas échanger Jamie Oleksiak, là, mais on s'entend que ça aurait très bien fait chez les Jets. Est-ce qu'on aurait pu se payer quelque chose de mieux qu'un Jordy Ben? Si j'imagine, en fait, pas j'imagine. Il y a des raisons pour qu'on ne l'a pas fait. Quelles sont ces raisons-là, je sais pas. Mais c'est clair que j'aurais aimé ça voir les Jets se payer mieux comme renfort en défensive qu'un Jordy Ben, dans le sens où on parle beaucoup des Leafs, là, mais les Jets, avec l'attaque qu'ils ont, avec Connor Hellebuyck, qui est selon moi le meilleur gardien de la LNH, t'as une chance pour la coupe en étant les Jets à chaque année, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est juste qu'il manque quand même un mais tu sais, il manque un pivot en défensive, là. Il manque de quoi pareil. Puis, tu sais, je regarde, mettons, tu sais, aujourd'hui, à date limite, là, je trouve que pas mal toutes les équipes de tête se sont améliorées, quand même. Tu sais, je regarde dans la division S, là, Washington, puis tu sais, ça va être le dernier point du podcast après ça. On n'a même pas parlé d'Anthony Manta, mais c'est clair qu'on va en parler après. Ouais. Là. Mais Washington se sont améliorés. Les Islanders, les Penguins, les Bruins se sont améliorés dans l'Est. Après ça, tu regardes dans la division canadienne, les Leafs se sont améliorés. Après ça, les Jets pas tant, les Oilers non. Canadiens correct. Le Wild a fait de quoi? Le Wild, ils n'ont rien fait. Vegas non plus, mais tu sais, en même temps, Vegas, Colorado ont rajouté Dominic, tu sais, c'est quand même des clubs qui n'avaient pas nécessairement besoin tant que ça de s'améliorer. Mais moi, une équipe que je m'attendais qui s'améliorait, en fait, 2 équipes que je m'attendais qui... Vegas, avant, Vegas a ajouté Janmark. Ah oui, c'est vrai. Oui, Janmark, t'as raison. Qui est quand même... qui pourrait faire une certaine différence. En fait, Janmark, ils l'ont ajouté juste parce que moi, je pense que le plan, c'est d'envoyer Cody Glass dans la Ligue américaine. Mais je pense que c'est vraiment pour ça qu'on l'a ajouté, parce que Glass, il jouait sur le 3e trio, puis on l'utilisait pas tant que ça. Fait que tant qu'à utiliser un espoir de 20 ans, début vingtaine, sur un 3e trio, à coup de 11-12 minutes par match, pas de power play, t'es mieux de l'envoyer dans la Ligue américaine. C'est pas juste à Montréal que je pense ça, là. C'est pour tous les espoirs. Puis, c'est ça, je m'enlignais pour dire que il y a 2 équipes que je pensais qu'elles allaient s'améliorer vraiment beaucoup aujourd'hui. Les Hurricanes et les Jets. Les Hurricanes, pour vrai, ils m'ont déçu, là, parce que quand ils ont annoncé qu'Aiden Fleury s'en allait, j'étais sûr que c'était un genre de Rico Raquel. On en a parlé, Max, là, sur notre discussion pendant qu'on couvrait la journée, là. J'étais persuadé que c'était Raquel qui s'en venait, ou à la limite Manson qui s'en allait aux Jets dans une espèce de transaction. Finalement, il n'y a rien eu qui est... C'est Akampa qui est arrivé en Caroline, puis j'en parlais, c'est un gars qui donne des mises en échec, mais il a une passe cette année. Là. C'est pas... Honnêtement, je pensais vraiment que la Caroline puis les Jets allaient s'améliorer. Puis quand tu regardes autour de ces formations-là, le Lightning s'est amélioré. Les Panthers se sont améliorés avec Sam Bennett. Puis les Maple Leafs se sont améliorés autour des Jets. Fait que là, tu sais, c'est comme 2 clubs que... On va espérer que ça se tienne jusqu'à la fin de l'année, là, parce que j'attendais vraiment à des ajouts de plus là, pour eux autres.
Ça fait partie des déceptions. Tout comme Minnesota, comme j'ai dit tantôt. J'aurais vraiment aimé ça, les voir pousser plus là, pour acheter la profondeur, l'offensive Ouais, et la mais défensive. Mais en même temps, Minnesota sont peut-être pas dans la même position que les Hurricanes et les Jets, je pense. Parce que personne voyait Minnesota en série cette année, là. Je non, pense. c'est clair. Fait que tu sais, c'est pas si grave que ça. Je suis moins, mettons, fâché que le Wild a été tranquille aujourd'hui que, mettons, les Hurricanes et les Jets. Que je pensais qu'il allait vraiment plus Non, bouger. c'est clair. C'est clair, mais j'ai trouvé tellement le fun à regarder à cette heure. En plus, Marco Rossi est même pas là. Je sais que t'es pas un fan, Max. L'année prochaine, j'ai hâte de voir cette équipe-là aller. J'ai comme brisé ton point. Ah non, j'avais fini mon point, là. Fait que on peut sauter à la grosse transaction de la journée. Les bras nous sont tombés quand c'est arrivé et on tripait, là. Tu sais, moi c'est ça que je disais. On avait des nouveaux rédacteurs pour couvrir la journée aujourd'hui. Puis tu sais, c'est ça que je disais. Même après 6 ans, surtout sur le hockey, quand il y a une grosse transaction au deadline qui arrive, j'ai le shake, j'ai de l'adrénaline est là, puis là t'es hype, c'est le fun, là. C'est des journées le fun là, pour nous autres. Anthony Mantha qui passe aux Capitals de Washington. Il y avait des rumeurs comme de quoi que Mantha, il y avait beaucoup d'appels pour lui. Il y avait des équipes qui avaient été comme liées à Mantha, mais tu sais, c'était plus de la spéculation que des informations. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il allait atterrir aux Capitals. Votre feeling, les boys, concernant cette transaction-là? Ben, moi, c'est le genre de gars que j'étais content qu'il y ait des rumeurs parce que ça nous alimentait un petit peu, ça nous permettait de s'amuser. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui a des rumeurs, justement, mais que tu te dis, il sera pas échangé. T'sais, c'est des rumeurs, mais on s'amuse avec ça, c'est bien le fun, mais il sera pas échangé. Puis là, finalement, après 15 heures, quand on était dans le petit rush des petites transactions, puis là, c'est toi, Matt, dans notre appel, qui dit ça. C'est moi en étant un fan. Je criais dans le micro. Un fan des ouais, ben oui. Puis moi, en étant un fan des Foreurs de Val-d'Or qui a vu ce gars-là détruire la LHJMQ, tu sais, ce gars-là, je veux pas, j'ai un attachement particulier envers ce gars-là, tu sais, envers n'importe quel gars qui a dominé à Val-d'Or, c'est clair que j'ai un attachement particulier. Fait que, genre, non, c'était vraiment un moment fou. Maintenant, si on enlève le côté émotif un peu, le prix payé, les Caps sont pas niaisés avec le puck, hein? Non. Mais moi, je trouve ça cool parce que ça montre à quel point les Caps croient au potentiel de Mantha que moi, je vois. Moi, ce gars-là, je le dis depuis quelques années, ce gars-là va marquer 30 buts pour plus d'une saison dans LNH. Là. Je pense que ça peut être un marqueur régulier de 30 buts dans LNH. Je serais pas surpris que ce gars-là en marque 40 un jour. Et je suis content parce que clairement, si les Caps sont payés ce prix-là pour faire son acquisition, c'est qu'ils pensent qu'il peut au moins en marquer 40 éventuellement. Là, je peux pas croire parce que tu regardes les statistiques, Jakub Vrana a des meilleures stats que Mantha, là. Puis il a un an plus jeune. Fait que c'est sûr que les Caps voient en Mantha quelque chose de gros dans un avenir rapproché, puisque Mantha est rendu à 26 ans quand même, là. C'est pas vieux, mais c'est pas si jeune non plus, là. T'sais, il était ralenti par certaines blessures, ça allait pas, là, il était dans une équipe de marde à Détroit, là, on va se le dire, là, ça va pas à Détroit, ça marche pas, tu peux pas. Là, tu vas être placé, tu vas jouer avec qui? Tu vas jouer avec TJ Oshie, Kuznetsov, Backstrom, Eller au pire, mais tu sais, si tu vas te ramasser avec des très bons joueurs de hockey, Ovechkin à gauche, Mantha de l'autre bord. Ouais, ça, je pense pas. Faut que tu te watch, là. Mais tu sais, juste le... C'est powerplay, je pense. Ouais, en powerplay, mais tu sais, juste le potentiel de Mantha, on le connaît pas mal tout, mais malheureusement, il a toujours joué dans une équipe de pas bon. Tu sais, c'est triste. De merde. Mais c'est ça. Une équipe de merde. Puis là, il se retrouve dans une équipe dominante. Là. Moi, j'ai tellement hâte de voir l'impact. Là. Les meilleurs joueurs adverses vont jouer contre qui? Les meilleurs joueurs défensifs adverses vont jouer contre qui? Vont jouer contre Ovechkin. Tu sais, Mantha était habitué avec les Wings. Là. Le premier trio avec les Wings, il y a bien de l'allure. Là. Larkin, c'est un très bon joueur de hockey. Mantha, c'est un excellent joueur de hockey. Mais c'était ça à surveiller avec les Wings.
Mettons qu'avec les Caps, tu vas surveiller un certain Alex Ovechkin avant un Anthony Mantha. Là. Ça laisse de la place à la glace, ça, à Anthony Mantha. C'est pas un pingouin. Là. Des buts, il est capable d'en scorer une coupe. Effectivement, c'est pas un pingouin, c'est un Capital. Mais moi, je pensais vraiment que c'était à l'arrivée cet été, ce genre de transaction-là. C'est plus un trade d'été. C'est ça qui est super. C'était surprenant. Là. Boom! Boom! Oui, boom! Ah, ça, c'est un gros boom. Puis tu vois, on parle d'Ovi, là, mais faut juste se rappeler que le gars, il est agent libre cet été, hein? Ovechkin. Puis là, tu t'en vas démontrer tout le sérieux comme organisation de dire là, on vient de te donner un joueur là, qui va te scorer des buts avec toi. Là. On a payé cher pour un Mantha. Fait que moi, j'ai bien l'impression que c'est un très bon argument pour l'organisation pour signer Ovechkin. Écoute, Ovechkin va signer là, avec les Caps, là, mais il est sous contrat encore pour 3 saisons. Là. Ouais. Mais au contraire, moi j'avais complètement oublié ça qu'Ovechkin a... Est-ce que au contraire ça... Non, mais... Ils l'ont ajouté au cas où Ovi parte. C'est ça, tu t'en allais là. Mais tu sais, ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire si Ovechkin part dans la KHL. C'est clair que c'est Washington ou KHL. C'est quand même pas fou de penser ça. Mais tu sais, je pense quand même que... Tu sais, Mantha, il y a 26 ans, là. Tu sais, Ovechkin, on s'entend, il reste pas 15 ans non plus dans la NHL, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, comment veux-tu mieux apprendre à scorer des buts que par un certain Alex Ovechkin à tes côtés? Ça peut juste être bon pour Tony Mantha, ça, là. Exact. Oh, c'est clair. Puis tu sais, c'est ça. Il arrive dans une équipe gagnante. Le gars, il a jamais joué dans une équipe gagnante depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Puis il a quand même trouvé le moyen d'être bon, là. Sauf peut-être... En 2014, il a joué avec une... En 2014, dans la LHMQ, il a joué avec une excellente équipe gagnante, par contre. Ah, mais c'est ça l'affaire. C'est que là, il va retrouver ce feeling-là. Là. Fait que là, ça fait 7 ans. C'est ça. C'est après ça que Hall cherche aussi. Ouais. Mais pour vrai, le prix est quand même élevé. Tu sais, Jakub Vrana n'a pas connu une excellente saison cette année. Mais reste que, comme tu disais, Max, présente des meilleures statistiques que Mantha dans les dernières saisons. J'ai hâte de voir, par contre, parce que tu sais, ça va être on pourra pas le comparer dès le début. T'sais. En fait, moi, je vois cette transaction-là comme une transaction vraiment gagnant-gagnant. Je suis pas capable de déceler qui a gagné le plus dans cette transaction-là. Faut juste... Non, on sait pas en ce moment. Ben, c'est ça. Puis tu sais, faut juste se rappeler que Vrana, dans le fond, il est joueur autonome avec compensation cet été. Fait que Détroit a le contrôle sur les prochaines années de contrat versus Mantha, que son contrat se termine dans 3 ans, je crois, de mémoire, puis qu'il allait être joueur autonome sans compensation. Fait que ça, c'est un gros plus pour Détroit. Puis, tu sais, Vrana, on le saura jamais jusqu'à dans 1 an, après qu'il ait joué plusieurs matchs avec les Red Wings. Mais on sait toujours pas si Vrana produit parce qu'il jouait avec les bons joueurs des Caps. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là. Il y a ça qu'on va pouvoir voir parce que Mantha, on le sait qu'avec des joueurs un peu moins bons sur un premier trio, surveillé, comme tu disais, Max, tantôt, il est capable de produire. Ça, tu le sais qu'il est capable de produire. Fait que là, avec des bons joueurs qui vont être surveillés puis qui vont probablement délaisser plus Mantha, là, ça risque de faire un boom, là. Mettons qu'on dit que le premier trio des Caps, là, c'est Ovi, Backstrom, Wilson. Puis qu'on dit que le deuxième trio, ça serait par exemple Kuznetsov, Oshie, Mantha. On s'entend qu'Oshie et Kuznetsov sont capables de distribuer la rondelle d'une certaine belle façon. Oshie, ton préféré, Pascal, en plus, Oshie. Ouais, c'est mon joueur Oshie. Tu sais, je parle honnêtement, en fait, c'est pas compliqué, là. Un trio Oshie, Kuznetsov, Mantha. C'est un premier trio dans pas mal d'équipes de la LNH, ça, là. C'est dans le Canadien. Pas mal 95% des équipes de la Ligue, là. Pas mal. Ben là, tu y vas fort un peu. Bon, mais... c'est peut-être ma double IPA qui fait ça, là. Fait qu'on va baisser à 80. Ouais.
Mais tu sais, ça pour dire que c'est un potentiel premier trio dans pas mal d'équipes qui va être surveillé en étant un deuxième trio. Ça peut causer des maux de tête à pas mal d'équipes. Là. Parce que, j'ai hâte de le voir en série aussi. Ouais, mais ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas deux passeurs, un scoreur. Oshie est capable de scorer des sacrés goals. Kuznetsov est capable de scorer des sucrés de beaux buts. Puis Anthony Manta, ben, il y a met dedans. Fait que c'est trois gars qui peuvent en scorer des beaux. Hey, c'est parfait tout ça. Ah, moi, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon ordi, fait que faudrait finir ça bientôt. Ah ben regarde, on va closer là-dessus, mon Max. J'aurais plus dit des poudrées de bons buts que sucrés, mais bon. Ah! Je pense que on close là-dessus. Comme dans Mike Ward, sous écoute. C'était un gag digne de Mike Ward, sous écoute. Oui, hein? On close là-dessus. Sur cet excellent gag qui n'était pas un dad joke de Pascal. On va closer l'épisode là-dessus. C'est ça qui est surprenant. C'est le seul gars à jeun ici qui a fait ce gag-là. C'est incroyable. Ouais, parce qu'on le rappelle, la journée a été longue, mettons, pour couvrir la date limite. Mais non, ça a été bien le fun, les boys, ce podcast-là, pour vrai. On avait pas mal de stock, puis ça a été des belles discussions. Puis on rappelle à ceux qui écoutent de s'abonner au podcast, puis de le partager. Maintenant, on va faire un épisode aux 2 semaines. Là. Je pense pas. D'ailleurs, toutes mes excuses aux auditeurs qui écoutent encore malgré ce 1h20 de podcast, mais... j'étais supposé faire un podcast avant la date limite des transactions, puis malheureusement, par manque de temps, avec la couverture à l'écrit, tu sais, pour le site, puis tout, puis avec le travail, puis etc., j'ai pas eu le temps d'en faire, puis je pense pas que je vais en refaire non plus, vu que les rumeurs, c'est pas mal mort. Fait que on va se limiter maintenant à un épisode aux 2 semaines pour le podcast, puis Pascal a commencé également ses profils audio-vidéo pour les espoirs du repêchage 2021 et également ses profils écrits. Fait que sur notre chaîne YouTube, à Tout sur le hockey, TSLH Tout sur le hockey, vous allez le trouver sur YouTube. Les profils audio-vidéo se retrouvent là. On a déjà Kent Johnson qui est publié. Puis les profils écrits vont être également disponibles sur le site web. Fait que sur ce, messieurs, ça a été un plaisir. Puis on se donne un rendez-vous à dans 2 semaines.